Vous vous demandez peut-être ce qu'un avocat vient faire ici, parce qu'au fond, la RSE et l'inclusion, ce sont toutes deux des méthodes pour essayer de prévenir de manière volontaire les conflits. Donc, l'intervention d'un avocat apparaît inopportune. Il faut donc que j'essaye de la justifier. D'abord par le fait que les avocats essayent de s'introduire partout, mais aussi parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le droit s'immisce de plus en plus dans les problèmes de responsabilité sociétale des entreprises et de l'inclusion. Et pourtant, au fond, la RSE, c'est quoi? C'est une espèce d'obligation qu'on s'impose pour améliorer les choses, mais aussi pour prévenir les conflits. Donc, l'intervention du droit, des avocats, mais surtout des juges, peut paraître hors de propos ou se révéler comme étant un échec. C'est parce que les programmes de compliance qui n'ont pas été mis en cause, c'est parce que le respect des règles d'inclusion n'a pas été scrupuleusement suivi, que l'on peut se retrouver devant un juge. Alors, par quel mécanisme le droit s'immisce-t-il dans ces problématiques? Il s'immisce, au fond, à plusieurs niveaux. Il y a d'abord les conventions internationales qui, et c'est un point sur lequel je vais insister, à tous les niveaux, qui posent des principes. Alors, les systèmes juridiques des pays sont différents. Il est très difficile d'imposer une règle venant d'un autre pays dans un pays donné. Un exemple qui vous viendra peut-être à l'esprit, celui des administrateurs indépendants. C'est un mécanisme qui a été inspiré du droit américain, mais qui s'est assez mal intégré pendant plusieurs années dans notre système, dans la mesure où, aux États-Unis, était considéré comme indépendant un administrateur qui n'était pas lié au management. Et au début, en France, ça n'a pas été la compréhension qu'on en a eue. Et donc, les législateurs internationaux qui rédigent des conventions qui s'imposent ont réfléchi à ce problème et se sont dit que plutôt que d'imposer des normes très précises, il valait mieux fixer des objectifs et des principes, laissant ensuite aux législateurs nationaux la possibilité d'adapter leurs droits à ces principes, à ces règles et à ces objectifs internationaux. C'est ce qui s'est passé à l'origine en matière de corruption. Les systèmes étaient très différents. Et donc, dans son préambule, la Convention de l'OCDE rappelle, fixe, qu'il faut en terminer avec la corruption des agents publics de pays étrangers, laissant ensuite aux États la possibilité d'adapter leur propre réglementation afin de parvenir à ces objectifs et de respecter ces principes.
En plus, la Convention de l'OCDE prévoit la mise en place d'un comité de suivi qui a pour objectif de rendre des rapports sur l'élaboration des législations dans les différents États, de vérifier si elles sont conformes au but qu'elles doivent poursuivre, et sinon, d'utiliser le name and shame, c'est-à-dire de rendre un rapport public soulignant les insuffisances de telle ou telle législation. Ça nous est arrivé en 2014 et 2016. Le rapport du comité de suivi de l'OCDE a souligné que la loi, mais aussi la jurisprudence française, n'était pas assez ferme en matière de corruption. La loi a été modifiée, c'était la loi Sapin II, et au fond, il n'y a pas eu de sanctions contre la France. Sinon l'opprobre public porté par la publication de ce rapport. Donc, des règles de droit international qui fixent des grandes valeurs fondamentales, Convention des droits de l'homme, protection de la femme, et ainsi de suite. Et c'est aux législations nationales d'adapter ces règles. Alors, ce sont des règles que l'on va retrouver au niveau des entreprises. Donc, les entreprises vont mettre en place des procédures de contrôle, de surveillance, des définitions, des principes qui doivent être poursuivis et appliqués, et au fond, la compliance, la RSE, tout ça sont des termes assez nouveaux. Les réflexions des juristes sont encore hésitantes sur le sujet, mais ce sont des règles qui, d'une part, vont faire en sorte que l'entreprise respecte la norme, la loi, en matière de corruption, c'est évident, et va suivre, l'entreprise va suivre comment ces prescriptions sont respectées, mais elle va aussi essayer d'aller au-delà de ces règles. Et c'est là où elle peut penser, éventuellement, échapper au regard du juge. Donc, arrêtons-nous un instant sur le juge. Tout le monde connaît la phrase de Montesquieu, que le juge est la bouche de la loi. C'est ce qu'a répété récemment le procureur général de la Cour de cassation pour défendre une décision dans l'affaire Halimi qui avait choqué l'opinion publique. Et ce n'est plus exact. C'était exact dans l'esprit des constituants de 1791. Il n'y avait pas de pouvoir supérieur à la loi. Et donc, le juge était là pour appliquer strictement les textes votés par le Parlement. La Cour de cassation n'avait pour mission que d'unifier l'application de la loi sur tout le territoire. Et il était interdit aux juges de sortir du cadre strict des termes de la loi. Alors, progressivement, les juges sont sortis de ce carcan. Et aujourd'hui, ils sont créateurs de droit. Et comment le font-ils? Ils le font en créant des principes et des standards qui ne sont pas prévus par la loi, mais auxquels ils vont se référer pour appliquer la loi. Il y a, par exemple, le bon voisinage, le bon père de famille.
Ça n'existe pas dans la loi. Il n'y a aucun texte qui parle de ça. Ce sont des créations jurisprudentielles. En quoi cela nous rapproche de vos réflexions? En ce que des règles de compliance auxquelles leur rédacteur n'attache peut-être qu'une conséquence éthique ou réputationnelle vont devenir pour le juge des éléments de droit, des règles de droit, car ce sont des principes appliqués par les uns et les autres. En 2007, la Cour de cassation a rendu une décision. Une entreprise avait refusé d'inscrire une question posée par l'un de ses actionnaires. À l'époque, il n'y avait pas d'obligation. Le juge, la Cour d'appel de Paris, pas n'importe qui, a jugé que l'inscription d'une question à l'ordre du jour était une loi naturelle. C'était un raisonnement un peu osé, hein, une loi naturelle, et il a donné comme exemple ce qui se passait aux États-Unis. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire attention, mais il faut avoir présent à l'esprit que les règles que poseront les entreprises dans le but de réaliser des valeurs auxquelles nous sommes tous attachés et qui sont essentielles et qui pourront contribuer à leur développement, ces règles pourront être retenues contre elles. Alors, comment? Le juge pourra dire écoutez, vous avez fait votre publicité sur la bonne application des règles de RSE, donc des clients ou des fournisseurs se sont adressés à vous sur la croyance de ce respect des règles de RSE. Vous ne les avez pas respectées. Vous ne les avez pas respectées. Donc, vous avez rompu le contrat, la légitime confiance que vous faisiez vos interlocuteurs. Je vous sanctionne. Vous pouvez, dans des contrats, prévoir que certaines règles seront respectées avec un objectif, encore une fois, éthique. Et puis, le contrat tourne mal. Votre adversaire dit « Mais écoutez, cette règle du contrat n'a pas été respectée ». Vous répondez en disant « Mais ça n'est pas une règle juridique. C'était un problème de comportement, une indication éthique. » Et le juge vous dira « Non, j'ai, moi, juge, le droit de requalifier les faits qui me sont soumis et je considère que cet élément de RSE était une clause fondamentale du contrat. » Donc, également, l'appétit du juge pour régler des problèmes qui, en principe, ne sont pas de son ressort, est alimenté par la judiciarisation. Les gens s'adressent de plus en plus au juge, par la paresse, excusez-moi madame, parfois des parlementaires qui, confrontés à un problème un peu difficile, ont tendance à s'en remettre aux magistrats. Et donc, le juge devient un régulateur des problèmes d'entreprise, des problèmes sociaux, des problèmes économiques. Est-ce une bonne chose? Alors, d'un côté, les gens disent qu'ils n'ont pas confiance dans la justice de notre pays. Tous les sondages le démontrent. Et puis, d'un autre côté, ils n'arrêtent pas de saisir les tribunaux, qui sont absolument dépassés. Alors,
On demande donc de plus en plus aux juges et à la Cour de cassation de régler des problèmes de société, et nécessairement, l'inclusion et la RSE seront comprises dans ce champ de compétences en extension permanente. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Bon, mon avis personnel dans ces questions, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais c'est que, je vous rappelais tout à l'heure qu'au départ, le juge de la Cour de cassation était créé pour faire une application stricte de la loi, qui était le pouvoir suprême. Le pouvoir de juger le plus terrible parmi les hommes, disait Montesquieu. Et il jugeait en application de la loi. Lorsque le général de Gaulle a voulu, en 1958, créer une école nationale de la magistrature, il considérait toujours que le juge n'était pas un pouvoir en soi, et d'ailleurs il disait que c'était une autorité judiciaire. Et donc, cette école forme des jeunes gens, des jeunes filles, à la technique juridique. Elle était faite pour ça. Et aussi pour les isoler un peu du reste de la société. Alors, Dupond-Moretti, quand il était avocat, voulait la suppression de l'école de la magistrature. Ministre de la Justice, il veut sa réforme. Mais l'idée, c'est quand même que la formation des juges doit s'adapter à leurs nouvelles fonctions. Et que cette formation ne peut plus être qu'une technique juridique. Et donc, dans cette formation, je crois que ça a commencé, qu'elle soit formation initiale ou formation permanente, vous, entreprises, aurez à intervenir pour leur faire prendre conscience de la difficulté qu'il y a à mettre en place des règles et à les faire appliquer afin qu'ils ne les sanctionnent pas de manière trop violente. Surtout qu'aujourd'hui, ils ont à leur disposition cette loi assez récente sur le devoir de vigilance qui fait que vous devez faire en sorte que vos fournisseurs, vos clients, toutes les personnes avec lesquelles vous avez des contacts respectent également les normes en matière de RSE et d'inclusion. Donc, au fond, ce qu'on peut espérer, c'est que la magistrature elle-même s'applique des règles de RSE et d'inclusion. Mais c'est peut-être un souhait difficile à réaliser. Merci.